Bonjour, je suis Francis Charon, le directeur général de la Fondation de France et président du Centre français des fondations. Le Centre français des fondations a été créé en 2002, à une époque où les fondations n'étaient pas très connues, et l'objectif que nous avions quand on l'a créé était de faire connaître et reconnaître le rôle des fondations. Donc connaître, c'est-à-dire faire apparaître un paysage déjà, à travers des enquêtes qui avaient été menées par la Fondation de France sur le nombre de fondations, ce qu'elles faisaient et les champs d'activité. Et deuxièmement, reconnaître, à partir du moment où on commence à avoir un paysage, on peut montrer quel type de fondation fait quoi, et de plus en plus faire connaître les fondations en France. Maintenant, le Centre français des fondations a 250 membres. Il réunit des fondations de tous les types, parce que je n'avais pas voulu que ce soit la Fondation de France qui abrite des fondations elles-mêmes, qui soit le réceptacle de toutes les fondations, mais que ce soit une organisation à côté. Et donc maintenant, cette organisation fait des rencontres de formation par type de fondation, par objet social, fondation privée, d'entreprise, familiale, ou bien sur le national, l'international, la culture. Et donc, c'est en même temps un centre d'apprentissage. C'est un centre qui permet de mieux connaître ce que font chaque fondation, permettre de faire de la synergie. Et donc, c'est véritablement la représentativité du mécénat à travers les fondations. Les sources de financement des associations, elles sont pas multiples. Aujourd'hui, vous avez les choses traditionnelles. Vous avez d'abord les subventions d'État. Vous avez les cotisations, bien sûr. Vous avez certaines qui vendent des produits, donc qui ont la capacité d'avoir des revenus financiers. Vous avez le mécénat. Donc, finalement, c'est un système qui est assez clos, contraint, et les équilibres sont difficiles à faire dans la mesure où si les subventions d'État diminuent, le mécénat aura beaucoup de difficultés à remplacer parce que la volumétrie n'est pas tout à fait suffisante pour ça. Donc les associations aujourd'hui s'engagent dans des activités économiques pour partie et surtout elles essayent évidemment d'avoir des relations avec des fondations, des entreprises, mais ça c'est assez traditionnel, sauf que c'est venu plus professionnalisé et c'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide que ça n'était avant. Donc ça permet des échanges plus grands, une meilleure compréhension par les entreprises de ce que sont les associations et une meilleure compréhension des associations de ce que sont les entreprises. Voilà. Mais on est plus dans la fluidité que l'augmentation massive des financements parce que aujourd'hui, le mécénat lui-même représente à peu près 3 milliards, ce qui n'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble du champ social, culturel, scientifique. Donc les nouvelles sources de financement sont à explorer. C'est essentiellement d'avoir une partie qui est une partie économique, je pense, aujourd'hui. On voit beaucoup d'acteurs de collecte, mais on ne voit pas beaucoup d'augmentation de donateurs. Donc si vous multipliez les acteurs de collecte, vous multipliez les organisations qui elles-mêmes collectent, et vous ne multipliez pas le nombre de donateurs. Donc il y a un moment où ça va un peu coincer, donc il va falloir voir comment... Alors si tous ces acteurs permettent de faire croître progressivement la collecte, c'est très très bien, parce que depuis quelques années, on est engagé dans un mouvement qui est une croissance. Aujourd'hui, la seule chose, c'est qu'il faudra savoir si les donateurs ont des capacités de financement croissantes, ce qui ne semble pas être le cas. On perd beaucoup de petits donateurs en ce moment qui ont des choix à faire. Et quant aux gros donateurs, on ne sait pas encore très bien comment ils vont réagir puisque leur capacité contributive est encore inconnue après la série des impôts qui vient d'être mis en place. Donc c'est un vrai sujet, c'est une préoccupation pour nous dans une année qui est à peu près stable, plus ou moins, de voir comment le dernier trimestre va se passer, puisque tous les impôts sont tombés en début de ce trimestre. Et donc on sait très bien qu'on fait 40% à peu près du chiffre des organisations dans les 3 derniers mois. Parfois plus, parfois 50-60.
Donc vraiment, ces 3 derniers mois vont être très essentiels. La situation économique du pays, qui est problématique, a augmenté sensiblement les besoins à la périphérie des associations. Et ces associations, c'est souvent des petites associations qui agissent au niveau de la rue, du quartier, du pâté de maison parfois. Leur viabilité économique n'existe pas, c'est-à-dire que ils ne dépendent essentiellement que des sources de financement externes qu'elles peuvent trouver, c'est-à-dire le mécénat, éventuellement les collectivités locales, qui sont quand même un gros acteur aujourd'hui du soutien local. Donc ce n'est pas véritablement ça, ce qu'on peut appeler une viabilité économique. La viabilité économique, c'est plus dans des associations qui sont de taille un peu supérieure et qui arrivent à développer quelques activités économiques pour une partie de leur travail et pour une autre partie de la vente de produits, par exemple. Et donc ça, c'est le développement un peu et la meilleure acceptabilité de l'économie sociale et solidaire qui permet de mieux appréhender comment des associations puissent s'inscrire dans un parcours qui est un parcours de départ à partir de subventions et de dons et qui petit à petit s'inscrit dans une réalité économique et qui modifie son parcours. La difficulté là, ça va être de modifier le parcours et garder l'esprit associatif, puisque quand vous êtes une entreprise... donc c'est pour ça que ces entreprises un peu intermédiaires de l'économie sociale et solidaire sont importantes. La loi de Benoît Hamon est une loi intéressante dans la mesure où elle fixe déjà la famille de l'économie sociale dans laquelle les fondations sont rentrées et on en est très content. Maintenant, elle est encore en discussion au Parlement. C'est une loi un peu en progression. Il y a un gros volet coopératif, il y a un gros volet mutuel, un moyen volet associatif et un tout petit volet fondation, puisque les fondations n'ont pas souhaité plus. Sur le versant associatif, c'est justement cette ouverture vers l'économie sociale et solidaire. Donc il y a bien là-dedans le mot économie. Il y a social et solidaire. Donc c'est vraiment, ces 3 mots sont importants parce que souvent on prend le raccourci de dire économie sociale. Donc c'est des choses qui peuvent être faites par le privé. Par exemple, vous prenez des crèches. Aujourd'hui, ça peut être fait par des entreprises. Mais quand vous passez de économie sociale et solidaire, vous passez sur un versant un peu différent parce que les gens qui sont pris en charge sont eux-mêmes acteurs de leur reprise en main. On arrive dans des endroits où la rentabilité pure n'existe pas parce qu'on est vraiment, comme je le disais, à la périphérie. Et la notion de rentabilité ne peut pas exister. C'est vraiment du social pur et qui est cher parce qu'il y a énormément d'accompagnement. Et ça, l'accompagnement, c'est souvent masqué, où les financeurs n'acceptent pas de financer l'accompagnement. Donc ils ont tort, parce qu'aujourd'hui, personne qui se trouve dans la difficulté, qui a perdu son boulot, ou des femmes dans la difficulté, ne peut s'en sortir tout seul. Donc le volet accompagnement fait par les associations, le côté collectif, tout ça prend du temps, c'est la moitié du projet. Ensuite, remettre les gens sur les rails. Il faut savoir, par exemple, la Fondation de France avait fait une enquête encore cette année, qui est la 2e. 5 millions de personnes seules, dans la solitude, seules, n'ayant pas de réseaux sociaux. C'est des gens qui ont quitté l'emploi, qui ont quitté les relations sociales, qui ont quitté souvent leur famille. Et ces gens-là, pour remonter dans la vie, mais il faut beaucoup de temps pour les accompagner. Alors aujourd'hui, le rôle des fondations a monté en puissance. Elles sont de 2 types. C'est des fondations qui sont soit des fondations de gestion d'établissements, comme la Fondation d'Auteuil, des gens comme ça qui gèrent des établissements, ou vous avez des fondations dites de redistribution, comme la Fondation de France par exemple. Donc, les fondations d'entreprise sont aussi souvent des fondations de redistribution. Donc aujourd'hui, on voit que la volumétrie augmente progressivement, mais il faut savoir que maintenant, de plus en plus, les fondations ne sont pas juste un financeur, ce n'est pas une banque. C'est des acteurs du développement social, donc elles ont des stratégies, c'est comme des fonds d'innovation sociale.
elles ont de l'argent, elles ont des stratégies, ça agit à long terme, ça peut agir localement, nationalement, internationalement. Et donc, elles présentent des programmes, elles font souvent des appels à projets, il y a des associations qui répondent. Et là, il y a toute la partie accompagnement de l'association pour mettre en forme son projet. Ensuite, la capitalisation des différentes associations qui ont répondu sur le même projet. C'est là où on découvre des innovations qu'on essaye de soutenir, et pendant longtemps parfois. Et donc le projet, vous voyez, est plus large que le financement pur. C'est en même temps la capitalisation, la formation. Et on arrive à des endroits où on a des très gros projets là, sur l'éco-habitat. On voit qu'il y a besoin de nouveaux dispositifs législatifs. Donc on prend des contacts avec le gouvernement de façon à ce que, ou les ministères concernés, de façon à voir comment on peut faire avancer un sujet en modifiant deux petits points qui sont souvent des choses de blocage. Par exemple, quand vous prenez l'éco-habitat solidaire, vous avez des gens qui se mettent ensemble pour reconstruire des choses, des maisons, réhabiliter des maisons. Mais ils se font accompagner par des artisans, mais ils n'ont pas le statut de constructeur, donc il y a des problèmes d'assurance derrière, il y a des problèmes de garantie, il y a toutes sortes de problèmes qui naissent au fur et à mesure des projets, et il faut pouvoir être en contact avec l'administration pour faire évoluer les textes. Oui, la co-construction, c'est devenu quelque chose d'important, parce que le financement pur n'est plus quelque chose qui tombe comme ça. Un projet se construit. Je vois par exemple, on a fait des projets à la Fondation de France avec Procter & Gamble. C'est un projet de 10 ans. On est parti d'un point qui était juste de fournir du matériel. Puis on a commencé à faire de la reconstruction. Puis ça se transforme en un projet pour les enfants d'amélioration de l'habitat. Donc les projets évoluent avec le temps. Les associations évoluent dans leurs projets. Il faut les aider à avancer dans le projet. Donc voilà, c'est une matière vivante et qui doit s'organiser entre tous les partenaires, l'association, l'entreprise. Et c'est pour ça que les fondations sont utiles, parce qu'elles sont en fait une sorte de centre de dispatching, si j'ose dire. Une entreprise peut venir, elle va trouver toutes sortes de projets. Elle pourra choisir des projets qui seront déjà instruits, qui auront une viabilité économique et sociale, puisqu'elles ne peuvent pas le faire. Donc, et puis les associations peuvent aller dans les fondations pour trouver des projets, pour proposer des projets qui seront soutenus. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir des fondations dans tous les domaines qu'on a, des gens qui sont au Centre français des fondations. C'est vraiment de l'ingénierie sociale. C'est vraiment une sorte de centre de dispatching. Voilà, c'est une trieuse. On fait les entrées, les sorties, la mise en réseau, la rencontre entre les gens. Donc c'est vraiment un nouveau travail, du moins un travail qui apparaît plus en lumière aujourd'hui, mais qui existe depuis quelques années, mais qui en tout cas se renforce.